Un chantier ferroviaire en plein Sahel enclavé commence à fissurer lentement mais sûrement l'architecture politique bâtie depuis des décennies autour du Burkina Faso. À mesure que les premiers rails se posent sur cette terre longtemps considérée comme une simple réserve de matières premières, les chancelleries étrangères s'agitent, les marchés s'inquiètent et les anciennes puissances comprennent que quelque chose d'irrémédiable est en train de se jouer. Que signifie pour vous, pour votre continent et pour vos enfants, le fait que Ibrahim Traoré parie l'avenir du pays sur ce train de la souveraineté ? Si ce pari tient la distance, ce convoi pourrait rebattre silencieusement les cartes du Sahel. Le projet ferroviaire porté par le Burkina Faso promet beaucoup plus qu'un simple gain logistique. Il annonce une bascule stratégique dont les répercussions pourraient redéfinir l'équilibre des pouvoirs en Afrique de l'Ouest. La promesse centrale, offrir au pays une autonomie économique réelle, mesurable et durable, repose sur une idée simple de 10 mots. Réduire la dépendance extérieure et renforcer les capacités productives nationales. Mais derrière cette promesse se cache un terrain miné. Les anciennes puissances scrutent chaque segment de rail comme un acte de défi, tandis que les institutions régionales s'interrogent sur les conséquences politiques d'une telle audace. Le risque, lui, est double. D'un côté, un isolement diplomatique susceptible d'étouffer l'économie, de l'autre, une pression interne accrue si les résultats tardent à apparaître. Et pourtant, une question demeure, discrète mais persistante. Jusqu'où ce pari peut-il aller si la dynamique actuelle s'intensifie et si les premiers effets tangibles se manifestent dans les circuits commerciaux et sociaux du pays ? Les premiers relevés internes réalisés au lancement du projet indiquent une projection inattendue, une hausse potentielle de près de 10% de l'activité économique locale si le corridor ferroviaire devient pleinement opérationnel. Et, deuxième révélation discrète mais déterminante, plus de 15 000 travailleurs ont déjà été mobilisés en moins d'un an, donnant au chantier une dimension sociale que peu de partenaires étrangers anticipaient. À partir de ces deux marqueurs, un contexte plus large se dessine. Le Burkina Faso, longtemps maintenu dans un modèle économique centré sur l'exportation brute de ressources et la dépendance logistique, voit dans cette ligne de chemin de fer l'occasion de réorganiser entièrement ses mécanismes internes. Ibrahim Traoré, en prenant personnellement la tête du dossier, a mis en avant une volonté politique qui tranche avec les décennies précédentes, substituer à la dépendance historique une mécanique d'autonomie progressive fondée sur la maîtrise du transport, de l'énergie et des flux régionaux. Ce choix n'a pas tardé à provoquer une série de tensions. Les premières sanctions économiques venues d'Europe ont eu un effet immédiat. Renchérissement des importations, fragilisation du budget de fonctionnement, multiplication des mises en garde diplomatiques. Les chancelleries occidentales ont lu dans ce projet non seulement un geste de souveraineté, mais aussi une rupture assumée avec l'ordre stratégique établi depuis la période coloniale. Dans le même temps, à l'intérieur du pays, l'effet inverse s'est produit. La mise en chantier a ravivé un sentiment de cohésion nationale et les villages proches des zones de travaux ont commencé à percevoir les premiers bénéfices indirects entre emploi temporaire, formation technique et stimulation du commerce local. Dans les coulisses régionales, le Mali et le Niger observent attentivement l'évolution du projet. Leurs représentants ont déjà participé à plusieurs réunions discrètes visant à envisager une extension du corridor logistique. Si les discussions avancent, une recomposition économique du Sahel pourrait voir le jour, fondée sur une coopération qui contournerait les circuits traditionnels hérités de l'ancien système colonial. Au cœur de cette trajectoire surgit une figure centrale, un capitaine devenu chef d'État, dont la détermination méthodique façonne l'allure même du projet ferroviaire. Ibrahim Traoré, avec son passé militaire et son sens aigu du rapport de force, s'est imposé comme le pivot d'un processus où chaque décision, qu'elle soit logistique, diplomatique ou symbolique, contribue à bâtir une nouvelle grammaire politique pour le Burkina Faso. Son engagement personnel a immédiatement provoqué un effet d'entraînement. Les équipes techniques, jusque-là éclatées entre plusieurs ministères, ont été regroupés dans une cellule unifiée chargée d'accélérer la mise en œuvre du chantier. Les impacts précoces ne se sont pas fait attendre. Dans la région de Kaya, 2 ateliers provisoires de formation ont commencé à accueillir de jeunes ouvriers qui découvrent pour la première fois des compétences liées à la signalisation et à la maintenance ferroviaire.
Plus au nord, près de la zone frontalière, des commerçants ont rapporté une hausse du trafic local, stimulée par l'arrivée d'équipes, de matériel et de fournisseurs. Et dans plusieurs villages adjacents, l'ouverture de petites entreprises de restauration ou de transport léger illustre une nouvelle dynamique économique ancrée dans la proximité du chantier. Ces signaux, encore modestes mais réels, révèlent un changement de trajectoire. Le projet n'est plus seulement un symbole ou une annonce politique, mais un moteur opérationnel dont les premiers effets mesurables transforment le terrain. Ce sont ces transformations locales, emploi, formation, micro-activités, qui cimentent lentement l'adhésion populaire, loin du tumulte diplomatique. So what? Elle montre qu'un projet pensé pour la souveraineté commence toujours par modifier la vie quotidienne. Tout commence par une décision qui aurait pu passer pour un simple acte administratif. Valider la première tranche d'ingénierie du corridor ferroviaire, alors même que les tensions diplomatiques s'intensifiaient déjà autour du Burkina Faso. Mais cette validation agit comme un déclencheur. À partir de cet instant, chaque étape du projet s'imbrique dans un enchaînement rapide qui transforme un plan d'infrastructure en un affront politique assumé. À partir de ce moment, dès que les premiers convois de matériaux atteignent les zones de chantier, les réactions extérieures se multiplient. Les chancelleries occidentales dénoncent un risque d'instabilité régionale, tandis que plusieurs institutions financières gèlent des lignes de crédit. Dans le même temps, les réseaux diplomatiques africains se réorganisent. Le Mali et le Niger dépêchent des équipes techniques pour observer de près la progression des travaux. Ce simple mouvement de coopération suffit à déclencher un durcissement du ton à Paris et dans plusieurs capitales européennes. Le projet n'est plus un chantier, mais une déclaration politique. Par ailleurs, les premières sanctions économiques frappent, ciblant les importations stratégiques. Le coût du carburant augmente. Les délais de livraison s'allongent. Pour maintenir le calendrier, les équipes burkinabées doivent multiplier les interventions nocturnes, renforcer les circuits d'approvisionnement internes et contourner les dépendances logistiques historiques. C'est à ce moment qu'Ibrahim Traoré intervient publiquement, répétant que la souveraineté passe par le contrôle des infrastructures vitales et qu'aucune pression extérieure ne fera dérailler la trajectoire engagée. Son discours provoque une polarisation immédiate, critiques internationales plus vives, mais soutien populaire renforcé. Sur le terrain, le chantier devient un espace de tension permanente. Des rumeurs de sabotage circulent. Un segment de rail fraîchement posé est endommagé en pleine nuit. Le gouvernement réagit en envoyant des unités de sécurité dédiées, spécialement formées pour la protection d'infrastructures sensibles. Ce redéploiement militaire change la dynamique locale. Les zones de travaux prennent l'allure de corridors stratégiques, surveillés, compartimentés, protégés. C'est à ce stade que l'intensité atteint son sommet. L'escalade atteint son sommet lorsque les premiers documents évoquant un axe ferroviaire sahélien apparaissent lors d'une réunion confidentielle entre représentants du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Pour les anciennes puissances coloniales, cette éventualité est perçue comme une menace directe à leur influence économique. Les déclarations publiques deviennent plus tranchantes. Les sanctions s'alourdissent. Plusieurs partenaires financiers internationaux suspendent temporairement les discussions en cours. Dans le même temps, un phénomène inattendu se produit à l'intérieur du pays. Les villages situés près de la ligne connaissent un boom d'activité. Les marchés se remplissent plus tôt. Les jeunes s'inscrivent massivement aux formations techniques. Les communautés locales, longtemps marginalisées, se découvrent soudain impliquées dans une aventure nationale. Par la suite, alors que la crise diplomatique atteint un seuil critique, l'impact social du projet surprend ses opposants. Les flux commerciaux locaux augmentent. Les projets éducatifs se multiplient. Plusieurs ONG africaines citent désormais le chantier comme exemple de mobilisation interne réussie malgré la pression extérieure. Et au niveau régional, les discussions autour d'un corridor indépendant prennent forme, esquissant la possibilité d'une recomposition stratégique du Sahel. Ainsi, ce qui était une infrastructure devient une onde de choc continu, un chantier qui modifie les alliances, redistribue les cartes et teste la résilience d'un État convaincu qu'un pays ne peut exister pleinement sans contrôler ses propres rails. Les premiers mois du projet offrent un terrain idéal pour mesurer son impact réel. Les données initiales, bien qu'incomplètes,
dessine déjà une trajectoire révélatrice. Baseline Delta. Avant le lancement, les coûts de transport au Burkina Faso figuraient parmi les plus élevés de la région, oscillant entre 30% et 40% de surcoût par rapport aux pays dotés de réseaux ferroviaires opérationnels. Depuis l'ouverture des premiers tronçons, les projections internes calculent une réduction potentielle de 20% à 25% sur une période de 5 ans. Cette estimation n'est pas qu'un chiffre, elle montre comment un corridor ferroviaire peut reconfigurer l'économie d'un pays enclavé, en abaissant mécaniquement les prix et en améliorant la fluidité des échanges. Deuxième donnée structurante, la mobilisation d'une main-d'œuvre locale massive. En moins d'un an, plus de 15 000 travailleurs ont été intégrés au chantier. Sur le terrain, cette dynamique se traduit par des formations accélérées en génie civil, en logistique ou en maintenance, des secteurs où le pays manquait cruellement de compétences. La diversité de cette main-d'œuvre, jeunes diplômés, artisans, ouvriers non qualifiés, illustre une transformation silencieuse. Le projet devient un incubateur de métiers techniques indispensable à la pérennité de l'infrastructure. Ici, la statistique se double d'une réalité sociale palpable. De nouveaux savoir-faire naissent et se diffusent. Troisième indicateur chiffré, les estimations environnementales. Alors que le Sahel figure parmi les régions les plus vulnérables aux effets climatiques, les projections montrent qu'un réseau ferroviaire complet pourrait réduire les émissions de CO2 liées au transport de 15% à 20% en 10 ans. Ce delta environnemental offre un bénéfice stratégique supplémentaire. Moins de dépendance au fret routier, moins de pression sur les zones de déforestation et une logistique plus stable dans une région marquée par l'irrégularité saisonnière. Mais ces chiffres ne prennent sens que replacés dans une dynamique plus large. La baisse attendue des coûts de fret s'accompagne d'un mouvement déjà visible. Plusieurs coopératives agricoles rapportent une amélioration de leurs marges, simplement grâce à la perspective d'un transport futur plus stable. De même, les entreprises locales de construction enregistrent une hausse de la demande de matériaux, stimulée par les appels d'offres liés aux gares, aux ponts et aux ateliers techniques. Ces transformations ne se déroulent pas dans le vide. Au niveau régional, le Mali et le Niger, observant la montée en puissance du chantier burkinabé, réévaluent leurs propres projections logistiques. Dans leur capitale, des groupes d'études ont commencé à simuler l'impact qu'aurait une interconnexion ferroviaire sur leur balance commerciale. Cette dynamique, encore discrète, signale une bascule possible. Un Sahel capable de s'appuyer sur un réseau cohérent, moins dépendant des routes contrôlées historiquement par des acteurs extérieurs. Enfin, les retours depuis les zones rurales montrent un effet inattendu. La présence du chantier entraîne une diversification économique locale. Des commerces apparaissent, des transports légers se structurent et plusieurs écoles techniques ont vu leur fréquentation augmenter. Derrière les chiffres, c'est une recomposition sociale qui s'amorce. Ainsi, loin d'être abstrait, ces indicateurs quantitatifs révèlent un basculement tangible. Un pays enclavé qui, en investissant dans une infrastructure stratégique, commence à modifier la logique même de son économie. Pour comprendre la portée réelle du projet ferroviaire du Burkina Faso, il faut examiner avec rigueur les deux thèses opposées qui structurent aujourd'hui le débat régional. D'un côté, les partisans du projet avancent un argument simple et solide. Une infrastructure ferroviaire constitue le premier outil d'autonomisation d'un pays enclavé. Selon eux, la baisse projetée des coûts logistiques, la mobilisation de plus de 15 000 travailleurs et l'augmentation économique potentielle de près de 10% dessinent une trajectoire crédible de transformation structurelle. À leurs yeux, le rail n'est pas un pari idéologique, mais une réponse technique à des décennies de dépendance logistique, économique et politique. En renforçant ses capacités internes, le pays réduit mécaniquement son exposition aux pressions extérieures et crée des conditions favorables à une croissance durable. Face à cette vision, les critiques articulent une objection tout aussi rationnelle. Un projet d'une telle ampleur, dans un contexte diplomatique tendu, comporte un risque élevé d'isolement et d'asphyxie financière. Ils rappellent que les sanctions déjà imposées par plusieurs puissances européennes ont entraîné une hausse du coût des importations et fragilisé les équilibres budgétaires du pays. Ils soulignent également
le manque historique de capacité de maintenance au Burkina Faso, craignant que les infrastructures, une fois construites, ne soient difficiles à entretenir sans un soutien extérieur technique et financier. Pour eux, le rail pourrait devenir un projet blanc, ambitieux, mais trop lourd pour un État en pleine recomposition institutionnelle. Cependant, lorsqu'on confronte les deux thèses à la réalité observable du terrain, une nuance importante apparaît. Les critiques rappellent des risques plausibles, mais les données actuelles, hausse du travail local, retour positif des régions rurales, engagement exploratoire du Mali et du Niger, montrent que le projet génère déjà des effets concrets que les opposants n'avaient pas anticipés. Les bénéfices émergent plus vite que prévu et la dynamique régionale semble se renforcer au lieu de s'affaiblir. Ainsi, le Stillman révèle moins une opposition frontale qu'une tension entre prudence et ambition. Les risques sont réels, mais les signaux actuels indiquent une capacité inédite du pays à absorber les chocs et à transformer un chantier en levier stratégique. Au moment où les sanctions se durcissent et où les doutes extérieurs s'accumulent, un élément inattendu apparaît dans les communications internes du gouvernement. Plusieurs États sahéliens étudient discrètement la possibilité de cofinancer une extension du corridor ferroviaire. Cette information, circulant d'abord sous forme de notes confidentielles, change la nature même du projet. Ce qui n'était qu'une initiative burkinabé devient progressivement une plateforme régionale potentielle, capable de modifier l'équilibre économique du Sahel. Ce midpoint révèle une réalité stratégique que peu d'observateurs avaient anticipée. La pression extérieure ne fragilise pas les alliances internes, elle les renforce. Le Mali et le Niger, soumis aux mêmes contraintes géopolitiques, voient dans l'audace du Burkina Faso une opportunité d'émancipation collective. Et à mesure que ces discussions avancent, le rôle d'Ibrahim Traoré prend une nouvelle dimension, non plus celui d'un chef d'État isolé, mais celui d'un architecte régional capable de cristalliser un front commun contre les dépendances héritées. Ce renversement discret, presque invisible au premier regard, constitue le véritable tournant du projet. Les conséquences du projet ferroviaire s'observent désormais sur 4 plans distincts, national, démographique, nord-sahélien et régional, chacun révélant une transformation progressive mais profonde de l'écosystème burkinabé. Sur le territoire, les effets immédiats touchent la chaîne économique interne. Les marchés locaux connaissent une intensification notable du commerce, stimulée par l'afflux d'équipes techniques, de fournisseurs et de nouveaux acteurs logistiques. Les coûts de transport, bien qu'encore élevés, commencent déjà à montrer des signes de stabilisation grâce à la mise en circulation des premiers tronçons sécurisés. En parallèle, les entreprises nationales de construction et d'ingénierie voient leur carnet de commandes croître, signe qu'un tissu industriel longtemps sous-utilisé se recompose. Même dans les zones rurales, les commerçants constatent une amélioration du flux de marchandises, amorçant une dynamique dont l'ampleur pourrait s'accroître à mesure que les rails s'étendent. L'impact sur la population dépasse la seule création d'emplois. De nombreux jeunes, attirés par les formations techniques ouvertes à Kaya, Bobo, Dioulasso et dans plusieurs centres provisoires, trouvent un accès inédit à des compétences jusque-là réservées à un cercle restreint. De nouvelles vocations émergent. Maintenance ferroviaire, logistique, topographie, sécurité d'infrastructures critiques. Les villages proches des zones de chantier témoignent d'une amélioration de la vie quotidienne. Restaurants, transports légers, hébergements et petites entreprises fleurissent, donnant naissance à une microéconomie vivace. Pour la jeunesse burkinabé, le chantier n'est plus seulement une infrastructure, mais une passerelle vers un avenir moins incertain. Dans les régions septentrionales, souvent les plus marginalisées, les effets sont encore plus visibles. Les localités, autrefois isolées, bénéficient d'un accès plus direct aux services urbains grâce aux nouvelles pistes d'approche créées en parallèle du chantier principal. Les coopératives agricoles voient une opportunité inattendue. L'anticipation d'un fret plus abordable redonne sens à des cultures locales jusque-là peu rentables en raison des coûts d'acheminement. Cette dynamique contribue également à réduire l'exode rural, les jeunes trouvant davantage d'opportunités sur place, une évolution rare dans une zone traditionnellement frappée par l'insécurité et la pauvreté. Au niveau du Sahel, le projet est devenu un révélateur d'alliances.
Le Mali et le Niger, confrontés aux mêmes contraintes diplomatiques, voient dans l'audace d'Ibrahim Traoré le modèle d'un repositionnement stratégique. Les premières réunions techniques entre les trois pays esquissent déjà les contours d'un corridor autonome susceptible de réduire la dépendance historique aux infrastructures contrôlées par les anciennes puissances coloniales. Cette recomposition inquiète certaines capitales européennes qui y voient un affaiblissement de leur influence traditionnelle. Mais sur le terrain, elle nourrit au contraire une forme de solidarité sahélienne, renforçant l'idée qu'un réseau ferroviaire commun pourrait remodeler les équilibres régionaux. Ainsi, les conséquences du projet vont bien au-delà de l'infrastructure. Elle dessine les prémices d'un basculement social, économique et géopolitique inédit dans l'histoire récente du Burkina Faso. Dans l'année à venir, 3 trajectoires crédibles se dessinent autour du projet ferroviaire du Burkina Faso. Chacune repose sur les dynamiques déjà observables. Pression extérieure, montée d'une coopération sahélienne, transformation économique locale. Aucun de ces scénarios n'est certain, mais chacun éclaire une facette des enjeux qui attendent le pays et ses partenaires. Le Burkina Faso poursuit la construction du corridor au rythme actuel, malgré les sanctions persistantes. Les coûts logistiques continuent de se tasser légèrement, stimulés par l'usage progressif des tronçons opérationnels. Le Mali et le Niger, engagés dans des groupes de travail réguliers, renforcent leur coordination technique. Toutefois, les tensions diplomatiques restent fortes, limitant l'accès à certains financements extérieurs. Dans ce scénario, le pays consolide patiemment ses acquis sans rupture majeure. La souveraineté progresse, mais par petites étapes, au prix d'une vigilance permanente face à l'isolement économique. Ici, un alignement favorable intervient. Les discussions trilatérales aboutissent à un accord préliminaire sur un corridor sahélien partagé. Les premières contributions techniques du Mali et du Niger réduisent la pression financière sur le Burkina Faso. Le transport local, déjà en mutation, accélère la croissance des marchés régionaux. Les coûts de fret reculent plus vite que prévu, redonnant de la marge aux exportateurs nationaux. Cette dynamique attire de nouveaux partenaires africains qui voient dans cette initiative une alternative crédible au circuit traditionnel. Le pays, malgré les tensions diplomatiques, gagne une influence stratégique qui dépasse largement son poids économique initial. Dans cette variante, les pressions extérieures s'intensifient, nouvelles sanctions, restrictions financières, blocages administratifs visant le matériel importé. Les segments déjà construits fonctionnent, mais l'expansion ralentit fortement. Certaines entreprises locales souffrent, les budgets publics se contractent et l'État doit prioriser la sécurité au détriment de l'investissement. Les avancées régionales perdent en cohérence et l'isolement fragilise l'ensemble de l'architecture du projet. Les progrès demeurent, mais leur capacité à transformer durablement le pays devient incertaine. Face à ces scénarios, un principe s'impose. Considérer le rail non comme une fin, mais comme une infrastructure pivot. Tout dépendra de la manière dont l'État articulera sécurité, formation, diplomatie régionale et gestion opérationnelle. 4 leviers capables de décider du succès ou de la fragilité du projet. Les transformations provoquées par le projet ferroviaire ne se jouent pas seulement dans les couloirs diplomatiques ou sur les chantiers du Sahel. Elles traversent directement la vie quotidienne de 3 groupes essentiels, les jeunes, les familles rurales et les travailleurs urbains, qui forment le cœur de la société burkinabé. Pour une génération souvent privée d'opportunités, l'apparition de centres de formation spécialisés constitue un tournant. Les cursus en maintenance ferroviaire, en topographie ou en logistique créent des voies professionnelles concrètes et valorisantes. La perspective d'emploi stable transforme la manière dont ces jeunes envisagent l'avenir. Moins de départs vers l'étranger, plus d'ancrage local et une identité professionnelle qui se construit au rythme du chantier. Dans les zones éloignées des grandes villes, chaque avancée du projet signifie un rapprochement des services essentiels. Les pistes d'accès et les infrastructures provisoires facilitent désormais les déplacements vers les marchés, les écoles et les centres de santé. Pour beaucoup de familles, ce changement se traduit par une diminution du temps de trajet, une meilleure circulation des denrées et une réduction du coût des biens de première nécessité, amorçant une amélioration tangible du quotidien. Dans les villes, artisans, transporteurs et commerçants bénéficient de la montée en puissance des activités liées au rail. Les appels d'offres, les ateliers techniques
et l'arrivée de nouveaux flux de marchandises stimule l'économie informelle comme l'économie formelle. Les petites entreprises gagnent en visibilité et certaines trouvent même de nouveaux débouchés grâce aux besoins logistiques du chantier. À travers ces trois groupes, on observe un phénomène commun. Le rail agit comme un multiplicateur de possibilités, modifiant les trajectoires individuelles autant que collectives. Pour que le projet ferroviaire atteigne une stabilité durable, plusieurs étapes structurées doivent être mises en œuvre. Elles ne visent pas à élargir l'ambition, mais à solidifier les fondations déjà posées sur le terrain. Cette feuille de route, pensée pour un horizon de moyen terme, articule sécurité, gouvernance, coopération et montée en compétences, 4 leviers indispensables à la continuité du chantier initié sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. La première priorité consiste à protéger les segments déjà construits et ceux en cours de déploiement. Cela implique la mise en place d'unités spécialisées chargées de surveiller les gares, les entrepôts logistiques et les zones sensibles. Une coordination renforcée entre forces nationales et comités locaux de vigilance permettrait également d'anticiper les actes de sabotage et de réduire les risques liés aux perturbations extérieures. Pour éviter le surendettement et garantir la confiance interne, il est essentiel que les flux financiers, achats de matériaux, contrats d'ingénierie, dépenses logistiques soient suivis par une structure de contrôle indépendante. Cette transparence faciliterait également les partenariats régionaux et rassurerait les entreprises locales impliquées dans l'exécution du projet. Le Mali et le Niger doivent devenir des partenaires opérationnels et non seulement observateurs. Une plateforme commune de planification pourrait permettre de mutualiser les coûts, de partager l'expertise et d'accélérer les décisions. Cette coopération formelle transformerait le corridor en véritable axe sahélien, moins vulnérable aux pressions diplomatiques extérieures. Enfin, la pérennité du chantier dépendra de la capacité du Burkina Faso à former une main-d'œuvre qualifiée capable d'assurer la maintenance, la gestion et l'innovation autour du rail. L'ouverture de nouveaux centres techniques et la certification des compétences locales constituent un passage obligé pour stabiliser l'infrastructure dans le long terme. Ainsi structurée, cette feuille de route offre un cadre réaliste pour protéger, renforcer et prolonger l'élan créé par le projet. Au fil des mois, le projet ferroviaire s'est imposé comme bien plus qu'un chantier. Il est devenu un symbole, une respiration nouvelle pour un pays longtemps contraint par ses frontières terrestres et ses dépendances historiques. Dans plusieurs villages proches des rails, certains habitants évoquaient déjà une transformation invisible mais profonde, comme si le simple fait de voir les matériaux s'accumuler redonnait forme à un avenir dont ils se croyaient exclus. Cette impression diffuse raconte quelque chose d'essentiel. La souveraineté n'est pas seulement un choix politique, c'est un état intérieur qui renaît quand une nation décide de se remettre en mouvement. Ce renouveau tient aussi à une figure, celle d'Ibrahim Traoré, dont la détermination méthodique a servi de fil conducteur. Qu'on approuve ou non ses choix, l'impulsion qu'il a donnée révèle une idée plus vaste. Un pays peut se redéfinir lorsqu'il ose toucher à ce qui semblait intouchable. Les rails, posés un à un, deviennent alors des repères silencieux, capables de porter bien plus que des marchandises.